Je sais qu'un nombre important d'entre vous sont des adeptes d'exploration urbaine. Un passe-temps devenu très populaire ces derniers mois, pourtant il ne reste pas moins dangereux. À tout moment, vous pouvez être témoin de choses que vous n'auriez pas dû voir ou entendre, et faire la rencontre de quelque chose de mauvais et dangereux pour vous. En 1995, 3 jeunes Normands, des adolescents, faisaient aussi de l'exploration urbaine dans des grottes, comme à leur habitude, et en ont fait les frais. Ils ont été ce jour-là au mauvais endroit et au mauvais moment. Tous les 3 morts. Et toutes les personnes qui sont venues les chercher ce jour-là, dans cet endroit, ce jour même, sont eux aussi morts. Les militaires et enquêteurs chargés de l'affaire ont très vite conclu que la mort de ces 9 personnes, oui 9 personnes au total, cette journée-là, 9 personnes sont mortes, parce que les gamins ont fait un feu de bois au fond de la grotte. C'est le monoxyde de carbone qui aurait tué toutes ces personnes. Quand je parle de personnes, je parle aussi de pompiers entraînés et équipés. D'ici, je peux voir dans vos yeux que vous-même ne croyez pas en cette conclusion. Alors les questions pleuvent évidemment. Pourquoi l'État cacherait-il la vérité? Qu'y a-t-il eu dans ce lieu, à ce moment-là, qui a causé la mort de 9 personnes, dont des pompiers, je le répète, entraînés et équipés? Vous venez d'entrer dans la lumière noire et nous allons voir ça ensemble. Révéler ce qui nous est caché. Éradiquer l'indifférence. Poursuivre la vérité sans détour. Observer la réalité d'un regard franc. Qui que vous soyez, bienvenue dans la lumière noire. « 21 juin 1995, jour de fête où la musique coule à flot dans le petit village de Monterolier en Normandie. Nicolas, Thomas et Pierre sont âgés de 13 et 14 ans quand ils décident de se réunir comme ils le font souvent dans les grottes de Clairefeuille. Ces galeries creusées par les Allemands lors de la dernière guerre mondiale sont aujourd'hui le terrain de jeu de quelques courageux explorateurs qui la visitent de manière régulière. Sauf que ce jour-là, précisément, les 3 enfants ne sont jamais ressortis. Leur absence alerta vite les parents. Ils se lancèrent donc vigoureusement à leur recherche accompagnés de bénévoles, ainsi qu'une petite équipe de pompiers qui était assez proche de la ville. Le père de 2 adolescents, un bénévole et 5 pompiers. C'est une des pièces les plus importantes du puzzle, savoir que ces pompiers étaient équipés. 7 personnes entrent dans la grotte, ils sont actuellement 10 et personne ne ressort. Une équipe de militaires, déjà premièrement les militaires, arrive directement sur les lieux et ordonne de stopper les recherches. Il peut se comprendre, personne ne ressort, il y a un problème. Il décide d'amener des ventilateurs énormes afin de ventiler l'entièreté des galeries. Ils reprennent les recherches 7 heures plus tard. 7 heures, c'est dans une situation pareille, dangereuse, d'urgence, 7 heures c'est énorme. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle équipe entre dans les galeries qui sont cette fois-ci ventilées et retrouve tous les corps. Les corps ne sont pas tous au même endroit, mais sont dispersés un petit peu partout dans les galeries. Seul un des pompiers semble encore en vie, il respire. Ses 4 autres collègues n'ont pas eu cette chance. Un accident bête, voilà. Voilà, c'est la conclusion de l'enquête. Les 3 jeunes ont fait un feu dans une grotte et ce simple feu a tué tout le monde. Apparemment, ils ont retrouvé du cyanure. Les spécialistes répondent à cela que le cyanure provenait de poches plastiques qui ont été cramés dans le feu par les jeunes. Apparemment, les jeunes sont aussi fait des torches enroulées de plastique et d'essence, ce qui expliquerait la présence du cyanure. Sauf que malgré le cyanure, malgré toute cette fumée, je rappelle que les pompiers ont des masques. Cette théorie semble complètement folle. Bien sûr, elle ne convainc pas les habitants du village, elle ne convainc surtout pas les familles des victimes, et elle ne me convainc pas du tout non plus. Encore une fois, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, et nous allons voir ça ensemble. J'aimerais dans un premier temps m'adresser à vous et vous demander si vous avez déjà entendu parler de cette affaire auparavant. On n'est pas sur une fiction, on n'est pas sur un pays étranger, ça se passe ici, en France, et c'est pas très vieux non plus, on est en 1995, je le rappelle, jour de fête de la musique. Dans la région, c'est une
tragédie. Les habitants en souffrent encore aujourd'hui en 2018. 2 des 3 enfants étaient frères et c'est leur père qui est venu à leur secours et est mort aussi. Pour cette femme, c'est 3 deuils à essuyer. Elle perd ses 2 enfants et son mari le jour même. Et cette femme ne peut toujours pas faire son deuil paisiblement car elle n'a aucun élément de réponse tangible. Pendant les 3 jours suivant le drame, les militaires ont fait un nombre d'allers-retours assez incroyable. Ils ont emmuré chaque accès et ont établi un périmètre qu'ils ont barbelé afin qu'il n'y ait vraiment aucun accès sur le site, que ce soit à l'intérieur des galeries ou même sur la périphérie. C'est à ce moment-là que d'autres semblables enquêteurs et moi-même commençons à enquêter sérieusement sur l'affaire. La première étape dans la résolution de cette enquête, c'est d'interroger le seul et unique survivant. Le seul à pouvoir nous dire ce qui s'est passé à l'intérieur, il l'a vu, il a entendu, il a senti ce qui se passait. Ce pompier s'appelle Dominique Petit. Tout ce que l'on apprendra de lui, c'est que l'équipe médicale a refusé de lui donner son examen de santé suite au coma. Car oui, j'ai oublié de vous le mentionner, mais il est tombé dans le coma pendant plusieurs jours. Il y a plusieurs années, une enquêtrice a réalisé un reportage France 3, d'où sont tirées les quelques images vidéo que je vous montre actuellement. Cette femme a pu contacter le pompier en question, qui refusa catégoriquement de lui donner le moindre détail. Chef, oui. Je ne peux rien dire de plus de ce qui a été dit. Si vous voulez, je ne peux pas passer à la télé, je ne peux plus rien faire. Ah bon? Parce que je risque d'avoir des problèmes. Bonjour, Madame Petit. Oui, bonjour. En résumé, lui, il est civil, lui, il est sous l'armée, comme il vient de me dire, sous mission. Alors, en résumé, s'il parle ou quoi que ce soit, il est viré. Ah, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, On s'en arrange. Je trouve ça dégueulasse. Bah, carrément. En gros, s'il parle, il est viré. Il est tenu secret gouvernemental, j'en sais rien. Je vous l'accorde, c'est de plus en plus troublant. Plus vous allez creuser dans cette affaire, plus vous allez obtenir des informations et plus vous allez avoir des questions sans réponse. J'ai essayé de contacter l'enquêtrice de l'époque, mais en vain, je n'ai eu aucune réponse. Je ne sais pas si donc aujourd'hui elle a plus d'informations sur cette affaire ou non. Et même si techniquement on peut avoir accès à ses coordonnées, je ne sais même pas si elle est encore vivante ou non. Oui, avec tout ce qu'on apprend sur cette affaire, on peut se poser la question. Plus on creuse et plus c'est sombre, surtout quand on apprend qu'une usine dans la commune voisine de Montérolier, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, fabriquait les produits chimiques que l'on retrouve dans les chambres à gaz. Qu'un puits se trouvant juste à côté des galeries semble immensément profond et on a retrouvé de multiples équipements allemands aux alentours de ce puits. Bien évidemment tout ça, très peu de médias, d'avocats en parlent, personne n'en parle, c'est vraiment en cherchant en profondeur qu'on retrouve ces informations. Ça n'a aucun sens, comment une espèce de saloperie de sac plastique peut tuer 4 pompiers entraînés. Ça n'a aucun sens. Encore plus fort, là, bon, il s'agit d'un témoignage à prendre avec de petites pincettes, car ce n'est qu'un témoignage, c'est un témoignage d'un enfant de 14 ans, il me semble. Donc, 2 jours avant, un copain des sinistrés a lui aussi entrepris de visiter cette grotte. Il n'est pas rentré en profondeur, il s'est arrêté à l'entrée, car il a vu un épais nuage bleu flotter juste au-dessus du sol. Il le dit, c'était pas comme de la fumée, c'était un nuage, c'était quelque chose d'extrêmement épais. Il a préféré faire demi-tour, car effectivement c'est quelque chose d'inhabituel. Je sais pas pour vous, moi je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas à quoi ça s'apparente. Avec plusieurs recherches, je ne sais pas, il y a plusieurs choses qui peuvent établir ce visuel en chimie. Et pas le cyanure qui fait ça, il y a autre chose. On va encore plus loin, je vous parlais tout à l'heure de l'examen médical de Dominique Petit. Tous les examens médicaux des victimes n'ont pas été transmis aux victimes, aux familles des victimes. Alors est-ce que c'est normal ça aussi? Absolument. Toutes les pistes mènent à une impasse sans nom, dissipant tout espoir de vérité. Oui, ça fait quand même 22 ans que ça dure. Pas l'ombre d'une réponse satisfaisante pouvant apporter un peu de justice et de baume au cœur aux familles endeuillées. Je pense qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui ne devait pas être là. Il y a une époque où l'État a eu pour mission de déminer tout le terrain. Et là, il y a quelque chose qu'ils ont dû oublier. Et encore, je suis gentil quand je dis oublier. Vous imaginez bien, médiatiquement, il y a eu des enquêtes qui se sont renvoyées la balle et qui ont cherché un bouc émissaire, forcément. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, accident bête, ça a laissé place à un non-lieu. Ensuite, en 2002, c'est carrément la commune de Montérolier qui a été jugée responsable du drame. Ce qui est complètement idiot et ce qui a causé plus de souffrance que de réconfort, parce qu'on voit très bien le geste de « allez, voilà, on prend ça, hein, et puis voilà, genre c'est bon, on oublie, quoi ». Et puis Montérolier n'avait pas à payer ça, enfin comme l'a dit la maire de l'époque,
C'était sur un terrain privé d'un mec qui n'était même pas là. Plus tard, en 2009, donc il n'y a pas si longtemps, l'État a eu l'audace d'accuser le bataillon de pompiers en leur disant qu'ils n'ont pas été assez organisés. Oh! C'est quoi ça? Si on prend tous ces aspects, toutes ces pièces de puzzle, pour moi, l'État est coupable. Il n'y a pas vraiment à tergiverser. Et il n'assume aucune responsabilité. Les abus de pouvoir en masse et les hauts placés seront de toute manière intouchables, tant qu'on n'a pas encore trouvé une preuve tangible. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 2018, où est-ce qu'on en est? Là, la fête de la musique a été totalement annulée, je pense à vie, dans cette commune. Des collègues à moi sont partis directement enquêter sur les lieux et je leur remercie énormément. Je n'ai pas pu me déplacer moi-même pendant cette période. Ils sont partis voir dans quel état étaient les galeries, est-ce qu'on pouvait accéder aux alentours des galeries, et ils ont tenté d'établir un contact avec les villageois. Je rappelle que la commémoration du drame est le 21 juin, jour de fête de la musique, donc compréhensible que la tension soit palpable lors de cette époque. Je vous laisse donc voir ces images de mes enquêteurs terrain, Arnaud et Alison. Donc je suis actuellement devant les restes de la grotte. Donc ce fut très compliqué d'accéder ici, pas tant par rapport au fil barbelé déposé par l'État qu'autre chose, mais plutôt par rapport à l'ambiance et aux gens qui surveillent beaucoup la zone du mémorial. Une ambiance très pesante, vraiment pesante en ces lieux. On ressent un peu cette énergie, ce drame tout simplement qui a été vécu par les familles et l'enquête qui est aujourd'hui close, mais dont beaucoup aimeraient qu'elle soit réouverte. Je suis arrivé donc dans le village de Montérolier, en Haute-Normandie, et j'ai cherché à trouver le mémorial et les grottes où s'est passé ce fameux drame. Arrivé sur les coups de 10h30, 11h, ne trouvant pas ma route, j'ai décidé de m'arrêter à la mairie et de commencer mon investigation directement auprès de la secrétaire de la mairie. Je suis donc rentré, j'ai demandé à savoir où était ce mémorial, puisque aucune indication, contrairement à beaucoup de mémorials, n'indiquait sa présence. J'entends une porte s'ouvrir et une voix de femme apparaître me disant « Qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? C'est pourquoi ?» J'explique que je suis journaliste indépendant et blogueur et que je cherche des informations sur ce sujet afin de relater un peu l'histoire de cet événement et surtout savoir ce qu'il s'est réellement passé. Ceci étant dit, que je n'étais pas au courant que malheureusement d'autres personnes étaient venues avant moi et notamment le soir même. Cette jeune femme me demande si je suis de la télé, si je suis de C8, de TMC, si je vais encore faire le marchand de misère, si je vais la traiter d'aliénée. Elle m'explique que le drame qui a été vécu il y a 23 ans les a fait énormément souffrir, qu'ils sont dans l'incompréhension la plus totale, que l'État ne veut absolument pas les aider, que tout a été étouffé et surtout que de plus en plus de gens les prennent pour des fous et que pour cela, ils ne veulent absolument plus en entendre parler, contrairement aux dernières vingtaines d'années. Quand on a été sur les lieux, j'ai ressenti énormément de tristesse et c'est vrai que j'ai été énormément choquée d'apprendre que une émission les avait traités réellement d'aliénés, avait dit que c'était une théorie du complot un peu style Illuminati. J'ai aussi pu voir au cours des recherches qu'il y avait énormément de personnes qui sont allées dans ces grottes déjà tout jeunes. Et par exemple, sur un témoignage qu'on peut retrouver sur YouTube, une personne âgée explique qu'elle y a toujours été depuis qu'elle était jeune et qu'elle avait déjà retrouvé ce qui ressemblait à des bombes nazies. Et quand il a alerté la mairie par rapport à ça, les bombes ont très vite disparu sans jamais qu'il n'y ait de précision sur ce que c'était. Tout le monde connaissait ces grottes, il n'y avait aucun danger à première vue. Ça faisait des vingtaines et des vingtaines d'années qu'il y avait des gens qui allaient dedans depuis la Seconde Guerre mondiale et il n'y avait jamais eu de problème. Ça n'a pas été bouché pour n'importe quelle raison. Cela a été peut-être bouché pour éviter qu'il y ait d'autres drames, mais aussi pour éviter qu'il y ait des enquêteurs spécialisés, peut-être des personnes possédant des diplômes de chimie, puissent trouver quelle était la raison du décès et malheureusement le dire et ainsi entacher la réputation des militaires et du gouvernement. On n'enterre pas tout autant de preuves et surtout quand il y a eu tant de drames dedans. Une chose importante que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que quand tu te déplaces dans ce village,
tout le monde te regarde. C'est vraiment... Des fois, on a des impressions qu'on est regardé, on a des psychoses qui se mettent en place. Là, non, là, c'est vraiment le cas, et j'ai pu le voir tout le long où j'étais du côté du mémorial. Tout le monde qui passe te regarde. Tout le monde sait que tu viens voir ça. Tout le monde se demande pourquoi, ce que tu veux, quel lien tu as avec cette histoire. Tu sens cette envie de recherche et cette peur et ce désespoir des gens. Bon, on n'a pas pu t'apporter de témoignages visuels, désolé, c'était vraiment trop compliqué, les gens étaient vraiment trop désespérés et je me voyais pas. Du coup, c'est une affaire de décès surtout d'enfants. Et ça aurait été malsain de prendre leur voix sans leur accord. Et je sais que de ton côté, toi, dans ton travail, tu n'aimes pas faire ce genre de choses non plus. Donc là, je suis actuellement à l'emplacement des grottes, qui ont donc été entièrement bouchées. Donc ici, l'entrée, vous voyez bien les murets, la pierre qui avait été creusée à l'époque. Et voilà, il ne reste bien évidemment plus rien d'accessible, ne serait-ce que pour éviter que d'autres personnes se retrouvent prises au piège. Donc un immense merci à vous deux pour ces images malgré le risque présent. À savoir qu'Arnaud et Alison sont aussi des enquêteurs de leur côté, je vous laisse aller voir leur chaîne LabProd. Et si vous aimez mon contenu, vous aimerez le leur. Pour rebondir maintenant sur ces dernières images, j'aimerais concentrer votre attention sur la stèle commémorative de droite. Elle indique précisément où ont été retrouvés les corps. Déjà, il faut voir, ils sont tous séparés. S'ils ont été victimes du monoxyde de carbone et du cyanure, la fumée aurait donc pris place dans absolument toute la galerie. Même un expert qui s'est penché sur cette question et qui est établi qu'il fallait tout un bois entier pour avoir autant de concentration de fumée dans ce lieu. C'est impossible. Pour ça qu'ils mettent bien cette stèle avec toutes ces personnes qui sont là. On voit bien que c'est impossible que ce soit un feu dans le fond de la grotte qui ait fait tout ce bazar. Ça n'a aucun sens. Et que répondent les défenseurs de l'État quand on leur mentionne ces faits précis? L'endroit précis où ils ont fait le feu était mal ventilé. Il est vraisemblable que ces enfants ont joué de malchance, parce que s'ils avaient allumé le même feu à 10 ou 15 mètres, peut-être que la ventilation aurait permis une dissipation du monoxyde de carbone formé. À l'emplacement où ils ont allumé le feu, il n'y avait pas de ventilation. Au contraire, les gaz de combustion s'accumulaient. Donc l'hypothèse d'un gaz toxique datant par exemple de la dernière guerre ou de celle d'avant, qui aurait aggravé les choses, vous n'y croyez pas? Mais cette hypothèse est tout à fait à exclure. Il faut vraiment pas avoir honte pour sortir des conneries pareilles. Je rappelle en plus que ce monsieur a fait partie de l'équipe qui a découvert les corps en premier. S'ils ont par la suite caché, camouflé quelque chose, il était là. Explication, elle est insatisfaisante. Pour deux raisons. D'une part, parce que la situation paraît très énigmatique, il y a beaucoup d'anomalies. En apparence, des pompiers entrent, on les croit aguerris, ils sont masqués, pourtant ils tombent, les gens du village ont l'habitude de cette grotte, il ne s'y passe jamais rien, etc. etc. Et donc l'explication officielle, qui est pourtant bien banale, est insatisfaisante d'un point de vue cognitif. Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des familles qui sont impliquées, en particulier un père ou les compagnons des pompiers. Il est très difficile de concevoir et d'accepter une explication qui est seulement fondée sur l'insouciance, voire l'erreur, la maladresse de l'utilisation de cette grotte. Pour conclure, je pense que nous sommes beaucoup à comprendre et savoir cette vérité. Je pense que vous la comprenez aussi. Si vous faites des recherches de votre côté, vous comprendrez aussi de quoi je parle. Moi, je voulais vraiment vous montrer cet aspect-là parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant, beaucoup trop de personnes. Il n'y a pas si longtemps, je n'étais pas au courant. Je remercie d'ailleurs la personne qui m'a parlé de cette affaire que j'ignorais totalement. Les moyens technologiques que nous avons, je parle de drones, d'équipements radiocommandés, télécommandés, on peut introduire, je pense, des drones, des robots à l'intérieur afin de voir ce qui s'y cache. Donc la seule chose que nous pouvons faire là, de dénoncer, tout simplement d'en parler, de circuler, de faire partager les informations, cette vidéo, mais aussi tous les sites que vous avez qui traitent de ce sujet, il y a des reportages aussi sur YouTube, vous les verrez, visionnez-les, partagez-les, parlez-en, montrez-les à vos voisins, à vos potes. C'est ici, en France, il n'y a pas longtemps, ça aurait pu être
vos enfants, ça aurait pu être votre père, ça aurait pu être votre collègue, vos amis, et cet incident pourrait encore se reproduire et encore être camouflé par l'État. Vous le voyez, ils en sont capables, ils sont assez puissants pour le faire. Si jamais maintenant il m'arrive quelque chose dans les prochains jours et que vous n'avez plus de nouvelles de moi, vous saurez, je pense, pourquoi. En attendant, je vous laisse quitter la lumière noire et regagner vos foyers. Bonne soirée.